lire ce texte, cette façon-là. Je sais bien, donc j'en profite. Non, mais c'est en fait, elle continue à parler et elle dit que c'est pas ce qui est récente, les femmes qui ont été abusées. Là, vous avez coupé. Ça continue. C'est moi qui ai coupé. Ah, bon. Moi, je ne fais rien d'autre. Non, c'est dit que les filles qui ont été abusées se sentent, ils sont pas contents, enfin, elles sont presque. Mais voilà, elle, en fait, elle se sert des théories psychanalytiques d'une façon un peu sauvage pour commettre un acte très cruel, en fait. C'est un peu, comment dire, je crois que on va dire siècle, on a vu comment on se servait des théories pour commettre des crimes. Enfin, tous les grands crimes du XXe siècle ont été commis au nom des grandes théories, en fait. Et là, elle se sert aussi d'un savoir assez organisé pour commettre un crime très grave, en fait. Et moi, j'aimais bien la capacité qu'a la parole pour produire des crimes, en fait. Pour la théorie, enfin, même les théories les plus sophistiquées, en fait. C'est vrai que si on compte au XXe siècle la quantité des millions de morts qui ont produit les théories soi-disant même émancipatrices et révolutionnaires, c'est monstrueux. Alors elle se sert aussi de ça pour... voilà, mais... Accusez-vous la théorie freudienne, là Non, j'ai parlé, par exemple, du communisme, enfin, des planètes, même, enfin, on pourrait penser aussi à Staline, s'il a commis moins de crimes, mais les féminismes aussi, a produit beaucoup de crimes, en fait, comme théorie, enfin, beaucoup de violences, en fait. Et là, il y a beaucoup de... Les théories sont productrices de beaucoup de violences, et là, quoique, c'est vrai qu'il y a ces textes extrêmement équivoques, en fait, je l'avoue, les gens qui n'ont pas lu, on peut pas discuter de l'ensemble, mais voilà, c'est une margence qu'elle prévoit et qu'elle organise par un coup des savoirs et des théories, en fait. Parce que je me demandais, parce que juste après ce petit passage sur des références aux théories freudiennes, Juliette continue et dit voilà, la famille où le père est comme un port PERT où les navires, les bateaux arrivent et il faut tuer le porc. Alors, est-ce que le jeu de mots porc, je sais pas, on est dans le signifiant là. Là, vous faites de la psychanalyse. Non, mais en fait, Freud avait une expression, c'est une expression freudienne, que le père est comme un porc. Et moi, j'ai trouvé intéressant, au-delà de la question des crimes qu'il y a dans ces textes, c'est vrai qu'il y a, moi je vois qu'il y a un problème très fort avec la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, avec la question de l'Édipe, effectivement, qui se continue tout au long de la vie des femmes, qu'il y a un rapport inverse entre la puissance qu'a une femme avec sa capacité de susciter de l'amour des hommes, en fait. Et c'est comme, c'est-à-dire que plus une femme est impuissante socialement, plus elle est puissante dans les domaines amoureux, en fait. Et je vois que ça vient de l'enfance, en fait, cette identification à la mère, et je vois que ça vient de là, mais qu'en tout cas, on vit dans une société dans laquelle il y a un marché conjugal qui est complètement inversé par rapport au marché social, professionnel, etc., qui vient de... Pour la femme, la puissance sociale est synonyme d'impuissance amoureuse, en fait. J'entends des réactions. Donc, reprenez votre phrase, vous disiez, pour la femme. Non, mais là, pour le coup, au-delà de la question de la fiction, là, il y a d'autres avatars, mais si vous voulez, il y a des études qui ont été faites depuis longtemps qui parlent de ce qu'on appelle la hypergamie dans les sociétés actuelles, c'est-à-dire la tendance qu'ont les femmes de trouver un compagnon du même monde social qu'elles ou plus haut. Elles ne vont jamais plus bas, en fait. C'est-à-dire que la femme, quand elle noue un rapport amoureux dans un couple, elle cherche toujours, à plus de l'amour et ce qu'on cherche dans un couple, une position sociale, en fait. Elle cherche aussi ça. Du coup, il y a toujours quelque chose avec les femmes. Ça produit un problème pour les hommes qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Les ouvriers manuels, par exemple, ils sont dans un célibat jusqu'à... Il y a 30-40% des ouvriers manuels ne trouvent jamais de femmes parce qu'ils n'ont pas plus bas qu'elles. Et les femmes très diplômées sont dans la même position que les ouvriers manuels parce qu'elles ont beaucoup moins
plus haut qu'elle. Alors, du coup, il y a une inversion entre les faits, les femmes qui sont très diplômées, qui ont des postes très élevés, ont beaucoup plus de difficultés pour trouver des compagnons, des couples. Il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, c'est-à-dire que l'égalité civile et politique que nous avons acquise est un peu contredite par l'hypergamie du marché conjugal. Alors, du coup, quelque part, dans cette théorie de l'Édipe, c'est une façon de dire, c'est vrai que c'est une forme qui est dans notre société de fonctionner qui est terrible par rapport à l'autonomie féminine et par rapport à l'amour et par rapport. Moi je crois que c'est meurtrier par rapport à l'indépendance des femmes et à l'égalité réelle. L'hypergamie en fait est responsable, à mon avis, de toutes les difficultés que nous avons dans le domaine de l'égalité. Je crois beaucoup plus à ça que aux théories féministes actuelles qui l'attribuent à la réponse sexe, etc. Enfin, on va reparler de ça. Mais du coup, je vois que ce fonctionnement l'hypergamie dans les marchés conjugales est très lié à un rapport déjà à l'enfance avec le père et la mère qui s'instaure très vite entre la puissance et l'amour pour les garçons et l'amour et l'impuissance pour les femmes en fait. On pourrait peut-être penser aussi que les théories freudiennes ou certaines théories freudiennes qui ont été émises à la fin du XIXe siècle dans une société autrement plus inégalitaire que la nôtre pourraient peut-être aussi être revues et irriguer différemment les représentations sexuelles. Oui, mais moi je ne dis pas que ce soit malheureusement, enfin ça dépend de nous que nous les femmes nous faisons marcher ces marchés inégalitaires comme ça. Et justement, c'est pour ça qu'aussi dans les livres, il y a beaucoup cette question puisque les femmes utilisent le couple comme moyen de monter socialement ou d'avoir une position, enfin, pour elles, est parti comme une profession finalement, le couple, c'est pas simplement un rapport entre égaux ou un rapport amoureux, enfin, c'est quelque chose qui sert aux femmes à avoir une position. Du coup, la sexualité dans un monde comme ça est liée à un échange, c'est-à-dire que quelque part, nous sommes, c'est qu'il dit un peu Juliette, nous sommes toutes des putes dans ce monde en fait. On est condamnés à la prostitution, toutes. Parce que pour nous, les sexes, ce n'est pas quelque chose, n'est pas comme pour les hommes, c'est-à-dire que pour nous, c'est une monnaie d'échange en fait. C'est une monnaie d'échange pour obtenir une position. Et de la plus honnête à la plus. Enfin, plus honnête, entre guillemets, je te dis, rigolant, enfin, de l'épouse la plus honnête à la dernière des putes, on est toutes des putes. Dans un marché de la hypergamie. On est condamnés. Alors, du coup, Juliette, mon personnage, moi j'ai voulu, si vous voulez, c'est paradoxal, une société qui voudrait que nous soyons toutes des putes, qui condamne la prostitution. C'est très paradoxal. Et ça a toujours été le cas, en fait. Je pense que bon. Parce qu'on n'aime pas voir ce que nous sommes toutes, on persécute les prostituées. Mais, quelque part, moi j'ai voulu construire ma Juliette comme l'antipute. Juliette, c'est l'antipute. C'est-à-dire, elle dit, je vais t'apprendre, et va apprendre à cette jeune fille, Sophie, à avoir des rapports sexuels sans être une pute. Et c'est ça les grands défis, c'est parti de l'éducation sexuelle. Comment peut-on éduquer une jeune fille à avoir un commun sexuel dans le sens non commercial, avoir un rapport sexuel sans rentrer dans la prostitution? Mais alors, peut-être, je pense qu'on va reparler véritablement de la question de la prostitution, parce que je sais que ça intéresse certains jeunes chercheurs dans la salle. Mais au moment où vous dites qu'il y a cet apprentissage, d'une certaine manière, l'apprentissage qui est transmis à Sophie, malgré tout, c'est la violence, puisque c'est l'action du viol. Puisqu'il s'agit finalement. Alors voilà ma question. Puisque vous avez les cas d'école extrêmes, à la façon dont Sénèque le rhéteur raconte que c'est un des cas impossibles à plaider. Là, il y a un cas impossible dans les histoires. C'est un cas impossible à plaider. Les viols et la fille. Je vous propose un cas d'école. Samuel, donc l'homme d'Yprène, va, suite à un dispositif, une machination mise en place par Juliette, se retrouver à faire l'amour avec sa propre fille sans le savoir, et donc sans qu'il ne puisse y consentir. Il consent à, si vous voulez, c'est la juriste qui parle, il consent à coucher avec n'importe qui parce qu'elle dit, je veux te faire coucher avec quelqu'un qui ne connaît pas ton identité, il ne faut pas le savoir. Alors lui, un homme qui accepte de coucher, ça peut être n'importe qui. Dans la mesure où il accepte de ne pas connaître l'identité, si vous voulez, au point de vue juridique, je ne crois pas qu'il soit... Alors je vais argumenter contre Marcella Yacoub en m'appuyant sur Marcella Yacoub, donc je plaisante avec les deux, parce que justement c'était ce cas d'école qui m'avait intéressé, justement sur la question du consentement éclairé, qui nous permettra de revenir sur la question de la vulnérabilité qui est utilisée dans le cas de la prostitution pour justifier son interdiction, du moins sa pénalisation. Et donc voilà, dans une société de
l'heure, justement vous montrer la dérive de certaines jurisprudences à définir le viol, à redéfinir la notion de consentement. Alors, je repasse la parole à Laurie Offert. Ça, vous aurez entendu le style de Marcella Yacoub dans un roman et également dans des essais. Et vous verrez que l'écriture de ces essais, c'est très limpide et on suit vraiment pas à pas. Et c'est très, très agréable à lire. Donc, dans une société de viol, page 90-80. C'est parce que le consentement doit être donné d'une manière positive que les juges considèrent qu'il y a viol lorsqu'il y a rapport sexuel avec une femme ivre, hypnotisée, endormie ou soumise à des substances médicamenteuses telles que le GHB, une drogue du viol. C'est pour les mêmes raisons que la jurisprudence qualifie comme étant des viols les rapports des médecins avec leurs patientes qui profitent de leur position pour les faire se déshabiller et les pénétrer sans qu'elles se méfient. Comme l'écrit Francis Cavallero, la notion de contrainte sexuelle est devenue tellement facile à établir qu'un homme accusé de viol par une femme avec laquelle il a entretenu un rapport sexuel doit, pour convaincre les juges du contraire, prouver qu'elle était mythomane, qu'elle avait des désirs de vengeance ou un intérêt financier à l'accusé. Ainsi, l'examen de la crédibilité de la parole de la femme qui accuse un homme de l'avoir violée semble le seul obstacle de taille pour obtenir une condamnation pénale, obstacle que les mouvements féministes voudraient éviter. Alors évidemment, la question de la crédibilité de la personne ici, dans le cadre de l'étude que vous avez menée, article à l'école avec Nafissatou Diallo, mais dans ce cas inversé, puisque finalement Oedipe Reine inverse les questions de genre, puisqu'on n'a plus d'Oedipe roi, mais on a un Oedipe un peu trans. Ici, il y a un homme dont on pourrait dire que son consentement a été abusé, non? Je ne sais pas si... oui, il a été abusé, mais à la fois, au point de vue juridique, il a accepté de coucher avec n'importe qui. En fait, elle lui dit on va coucher avec un inconnu, on va être à trois, etc. Et lui accepte quiconque soit. Et il n'a pas les conditions, alors quelque part il a accepté. C'est un peu ce qui arrive aux libertins. C'est ce qu'on peut dire d'une femme quand elle prétend avoir été violée? Non, parce que là il n'a pas. C'est qui est drôle, c'est qu'il y a la machine que j'ai inventée, c'est une machine libertine que j'ai inventée, c'est-à-dire qu'elle est plus il est dégueulasse, plus il essaye de profiter de la situation avec cette jeune fille, le père, plus il est lui-même violé, c'est-à-dire que j'ai inventé une machine à laquelle un homme dégueulasse, qui est violent avec les femmes, est violé en même temps qu'il pense qu'il est en train d'amuser quelqu'un. C'est ça un peu c'est pour ça que ça ressemble vraiment à une machine libertine, en fait. J'ai bien compris que tu été violée. Moi, je sais voir dans quelle mesure, dans la fiction que vous produisez, il pourrait être défendu par vous lors d'un procès. Mais bon, cela dit, on pourra reparler. C'est vrai que moi je sais que j'ai créé un jurisprudence impossible, en fait. Oui. Et donc, pour revenir sur la question du consentement, ce que vous dites est assez dur envers les féministes, quand même. Puisque finalement, vous montrez dans ce livre que, avec l'idée de cette redéfinition du terme de consentement, qui est aussi dans le contexte dans lequel les féministes voudraient qu'il n'y ait pas à interroger ou à vérifier que la parole de la plaignante est crédible, vous dites que le danger est de mettre en prison énormément d'innocents. Oui, mais oui, ça c'est une préoccupation que je n'ai pas à la librairie. Moi, je trouve que le féminisme a beaucoup... cette histoire des consentements, c'est évident que... Qui ne peut pas être d'accord avec les consentements? C'est en évidence, en fait, qu'il faut consentir. Mais je pense que ces féminismes, n'auraient jamais dû insister tant sur ça, parce qu'il y a la police pour les consentements, et la police et les juges. Et je dis, d'un littéraire, quelque part, il aurait dû insister sur la jouissance des femmes, en fait. Il n'insiste jamais sur la jouissance, ce féminisme-là. Il insiste sur le consentement. C'est comme si le seul problème était consentir, et en réalité, pour une femme, pour ne pas être dominée, il faut beaucoup plus que consentir dans un rapport sexuel. Il y a beaucoup plus que ça à faire pour ne pas être dominée sexuellement. Et là, je crois que malheureusement, ce qui nous a appris le féminisme depuis quelques décennies, c'est justement qu'est-ce qui a appris aux femmes à donner plus d'armes dans le marché matrimonial, c'est-à-dire à vendre mieux
à pouvoir obtenir une position, à obtenir un meilleur échange du sexe contre autre chose en fait. Et je crois que le féminisme, un vrai féminisme, aurait dû chercher à terminer avec les périamies, avec le fait de négocier. Les femmes négocient avec les couples leur position sociale, etc. C'est ça qu'il aurait dû faire, et non pas insister pour leur donner plus d'armes dans les marchés conjugaux. Bon, de cette manière, vous répondez à la question que je voulais poser, je vais peut-être quand même la reformuler. Parce que moi, je me suis demandé, parfois, dans ces accusations, vous dites souvent les féministes. Alors, on peut se demander déjà, est-ce que les féministes sont-elles des vrais ennemis? Y a-t-il pas aussi des forces réactionnaires dont on a vu, hélas, le poids lors de la fameuse rumeur, la théorie du genre, lors des dernières élections, etc., etc. Est-ce que ce sont les vrais ennemis? Et en même temps, vous avez aussi répondu, parce que j'ai bien compris qu'il s'agit de une certaine forme de féministe. Est-ce que vous diriez féministe ou non féministe? Moi, c'est féministe, mais moi, c'est un alter-féminisme. Et moi, je me considère plus féministe que les féministes, mais on est... Féministe radical? Non, pas du tout radical, mais j'ai... dans le sens que j'ai un féminisme égalitariste et que je ne supporte pas cette... la famille. Moi, je pense que les féministes sont vraiment les pires ennemis des femmes aujourd'hui. Les féministes ou certaines féministes? Moi, je ne connais pas d'autres que... excusez-moi, je parle de ma féminisme à moi, mais moi, j'ai l'impression que il n'y a pas des féministes qui mettent en question ce que moi je mets en question. En fait. Et moi, ça m'a pris, si vous voulez, ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre. Et moi, je pense que le féminisme, en plus, je déteste cette attitude de dénoncer la police, la permanence, tout. Enfin, moi, je crois que la révolution féministe doit être une révolution culturelle qu'on doit faire entre les femmes. Pas du tout avec l'État, pas du tout avec les juges. Enfin, il faut laisser de côté tout ça et essayer de faire une transformation chez les femmes pour qu'elles, justement, elles cessent de faire commerce du sexe, en fait. Toutes. Mais cela dit, je pense qu'il y a pas mal de féministes ici dans la salle d'ailleurs qui sont d'accord avec vous, donc vous ne pouvez pas dire que les féministes... Non, mais je veux dire, moi je sais pas, en tout cas, les gens qui écrivent sur ces questions, parce que moi je sais qu'il y a... Pour moi, il y a des cas entre... Moi-même de sauver les féministes quand même. Non, moi je pense que malheureusement, le féminisme officiel, le féminisme qui s'exprime comme ça, on n'a rien à sauver malheureusement. Et c'est un mouvement vraiment qui essaye d'aller exactement contre contre l'égalité, c'est-à-dire de continuer de maintenir les inégalités conjugales en fait. Et ça, c'est notre perte. C'est pour ça que nous sommes comme nous sommes. Et moi, j'ai dit toutes les subissants. Il n'y a pas des femmes qui soient... Moi, je me sens complètement concernée dans ce que je dis en fait. On est toutes, malheureusement, les hétérosexuels en tout cas, on est toutes concernées par cette horrible marché conjugal qui nous met dans une sorte d'alternative entre la réussite sociale et l'amour en fait. Et qui rend malheureux beaucoup de monde et qui fait aussi que la sexualité ne soit pas un acte, ne soit pas ce qu'il pourrait être, qui soit un acte soit d'échange pour les femmes, des dominations pour les hommes en fait. Et je pense qu'on n'est pas, tant qu'on n'aura pas fait cette révolution, on n'aurait pas connu plein de plaisirs et plein des relations nouvelles auxquelles nous pourrions profiter en fait.